Non, ouais. Tu vois, ça repousse. Une soirée zombie. La semaine dernière. C'était très bien. Ils étaient très beaux les deux là-bas. Je m'en souviens. On a eu du bol. Il y a des photos, je me rappelle. Oui, je sais. Allez, on va reprendre, puisque pour une fois, on n'a presque pas pris de retard. Ça y est, on a pris 5 minutes. Sur les métiers de l'image. Les métiers de l'image, l'infographie, plus globalement. Et on va accueillir, pour parler d'infographie, des infographistes. Un animateur, un responsable pédagogique et un directeur d'école. J'ai bien tout fait comme il fallait ? Voilà, le directeur d'école, c'est celui qui n'est pas sur la liste, qui est pas indiqué dans le slide qui est là, puisque c'est l'école autographe. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, même si c'est déjà indiqué, mais comme ça on va pouvoir mettre un visage sur un nom. Vas-y. Donc bonjour, moi c'est Cyril, donc l'animateur de chez Cyanide. Voilà. Ok, donc moi c'est Fauzi Hamida, donc je suis le lead graphiste pareil à Cyanide, donc je bosse avec Cyril. Voilà, donc moi je suis un peu touche à tout, personnages, décors, effets spéciaux, pipeline, voilà, grosso modo. On va y revenir de toute façon en détail. Bonjour, je m'appelle Stéphane Marzolf, voilà, je suis lead graphiste, donc je fais un peu de tout, je fais un peu d'animation, un peu de design, je fais aussi du game design, voilà, surtout de la 2D. Oui, c'est ce qui est marqué, donc lead graphiste 2D, on peut encore travailler dans les jeux vidéo si on fait que de la 2D ? Bien sûr, ouais, bah maintenant avec le mobile, il y a énormément de choses qui se font en 2D, même sur Facebook, sur Internet, etc., ça reste très viable, je pense. D'accord, donc on n'est pas obligé de faire de la 3D pour travailler dans le jeu vidéo. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc bonjour, moi je m'appelle Didier Boli, donc je suis le dernier de la liste là. Donc je suis responsable pédagogique chez Gamart, chez Isart Digital. Avant j'étais directeur artistique de boîte de jeux vidéo, lead designer sur des personnages, les décors. Je travaille chez Disney. Enfin j'ai une grosse expérience. J'ai à peu près fait le spectre du graphiste. Et donc je me retrouve là à former maintenant des nouveaux graphistes pour tous les métiers du graphisme du jeu vidéo. Bon, bah moi je vais prendre la suite. Donc moi je suis celui qui n'est pas sur la liste. Je suis donc Daniel Touquenet, je suis le directeur de l'école autographe, voilà, qui a ouvert une section de jeux vidéo il y a 5 ans. Et on forme notamment des infographistes 3D et des game art dans le domaine du jeu vidéo et de l'animation 3D. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais rebondir sur la 2D. Donc, aujourd'hui, effectivement, alors étonnamment, grâce à l'arrivée de nouvelles machines et grâce à l'évolution du parc des machines, en fait, on peut ne plus faire de 3D et revenir à ce qu'on faisait au début du jeu vidéo, de la 2D. Oui, mais je crois pas que la 2D soit vraiment morte à un moment donné, ou qu'il y ait eu un moment où il fallait faire de la 3D et pas de la 2D, évidemment. Il y a comment dire, il y a des entre nouvelles 2000 technologies. et 2005, il n'y avait pas Il y a beaucoup des de graphistes technologies 2D. qui hein. évoluent, donc à un moment donné, il y a des envies particulières qui voilà, on répond à des envies. Donc, maintenant, il y a beaucoup de moyens de faire des jeux qui soient petits ou gros. Je pense que la 2D reste quelque chose d'accessible. Oui, et donc, tu prêches un converti et un convaincu. Oui. Moi, je rajouterais que la 2D, c'est une autre manière de raconter les choses. Peut-être, parce qu'on parle de 2D et 3D, peut-être préciser quelle différence on fait entre 2D et 3D. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. La 2D, c'est donc plutôt un jeu planaire où on joue moins sur la profondeur de champ et plus sur le gameplay à l'horizontale ou à la verticale. Donc c'est plutôt du sprite, du bitmap, ce qu'on appelle la 3D. Donc forcément, ça demande du calcul en temps réel. C'est ce que vous voyez sur les consoles actuelles qui demandent des grosses machines pour calculer derrière, qui sont souvent plutôt photoréalistes, qui vont plutôt aller vers ce rendu-là, parce que ça s'y prête et que c'est la 2D est un peu plutôt dans la mode, cartoon. quoi.
pas cartoon, on peut avoir du réalisme, mais c'est vrai que globalement, c'est plus. Il va y avoir plus grosse travail graphique au niveau du style sur la 2D, parce qu'il y a cette liberté-là. À la 3D, il y a forcément le volume qui est là, qui impose des choses pour la narration et pour le jeu en lui-même. Globalement, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un infographiste? Ma première question, c'est est-ce qu'il faut savoir dessiner? Est-ce que si je sais pas dessiner sur le papier, je peux être infographiste ou pas? Il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner. C'est une base, ça aidera forcément pour certains métiers, en particulier le cara design, le développement visuel. Mais un bon graphiste, ça peut être un bon technicien 3D qui est un champion du monde sous ZBrush, sous Maya, qui va modeler, qui va faire. Il y a divers métiers qui nécessitent pas forcément d'avoir un niveau de dessin exceptionnel. On peut s'en sortir. Je pense que le meilleur argument, c'est plutôt la créativité, la curiosité et l'ouverture d'esprit et la culture visuelle qu'on peut avoir. Bon, après, moi, je suis un peu différent. Bon, pour moi, le dessin, c'est primordial, mais après, c'est mon point de vue de graphiste. Après, pour moi, il y a plusieurs graphistes. Il y a les graphistes techniques, les graphistes artistiques. Les bons graphistes, ben ouais, mais c'est comme ça, hein, dans des mauvais j'en vois souvent. Et le problème c'est la bonne synthèse entre la technique et l'artistique. La technique ça évolue très vite, l'artistique c'est beaucoup plus solide, sauf que l'artistique c'est très long à acquérir dans le temps. C'est-à-dire qu'un artiste, il va être artiste au bout de 5 ans, 10 ans. Un technicien, la technique ça peut s'apprendre en 1 an. ZBrush ça s'apprend assez rapidement. Mais si quelqu'un n'a jamais fait de sculpture ou n'a pas de notion d'anatomie, etc., on n'arrivera à rien. Donc voilà. Donc l'aspect artistique, il est important pour ça. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, moi je suis plutôt partisan de la deuxième version aussi. Je pense qu'en effet, on peut ne pas savoir dessiner, mais on va vraiment être un technicien. On va être un technicien de ZBrush ou faire de la lumière ou des choses comme ça. Mais si vraiment on veut aller plus loin dans la créativité et participer un peu plus à la conception du jeu, il faut savoir dessiner. Je pense que c'est indispensable. Après, je pense que la dessiner est super important clairement, mais effectivement, vous en avez tous parlé, l'aspect créatif est quand même le truc principal, la curiosité aussi, l'envie de faire des choses et de pas avoir peur de son niveau en dessin ou en sculpture, en n'importe quoi. C'est pas grave, peu importe le niveau qu'on a, on peut n'en avoir jamais fait. L'important c'est d'essayer et d'avancer et que c'est pourri, c'est pas grave, on enchaîne, on recommence, on avance, on n'arrête pas. Tout le temps. Est-ce que ça s'apprend le dessin? Ou est-ce qu'il faut être doué en dessin? On a souvent dit lui il est doué et voilà, il est doué. Il a une espèce de don et il sait dessiner naturellement, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Non, c'est comme disait Faz, c'est juste là à l'instant, c'est comme la musique. Si on commence, on connaît rien, en gros, on a juste envie de le faire et on va faire 3 notes, ça va être dégueulasse, on n'arrive à rien. Un mec qui fait du violon, il fait de la merde pendant 5 ans et s'il continue à s'acharner, par contre, il fera des trucs de ouf. Mais il faut vraiment pas avoir peur de continuer. Non, ça s'apprend. Moi, je suis confirme aussi. Après, il y a des personnes pour qui ça va être plus facile que d'autres. Ils vont progresser plus vite, ils vont mieux comprendre, ils vont mieux voir en 3D, par exemple, des choses comme ça. Donc, ils vont apprendre des choses plus rapidement. Mais si on persévère et qu'on travaille, on arrivera à dessiner. Après, tout le monde ne sera pas Michel-Ange ou Rembrandt, mais on n'a pas forcément besoin dans le jeu vidéo que de Michel-Ange et de Rembrandt. On peut aussi très bien s'en sortir en dessinant moyennement, mais on peut apprendre à dessiner même si on part de zéro. Moi, je rajouterais même que le talent, c'est juste du gain de temps. Ça fait gagner du temps par rapport aux autres, mais je pense qu'il n'y a rien qui ne s'acquiert par le travail. Il y a des gens qui vont devoir bosser comme des malades pour y arriver. Il y en a d'autres, c'est injuste, qui arrivent plus facilement, qui ont le sens du volume, qui ont le sens de la couleur, qui ont cette petite sensibilité. Ça s'acquiert pas malheureusement. Mais le dessin, c'est un outil de création, c'est un outil d'expression. Et ça s'apprend forcément. Il y a des règles, il y a des techniques. Après, elles sont là aussi pour être perverties, pour être améliorées, pour être ingurgitées. Mais pour autant, il y a rien qui ne s'apprend pas. Est-ce qu'il y a une spécificité à être graphiste dans le jeu vidéo qui ne serait pas dans d'autres métiers? C'est-à-dire que un graphiste qui va faire des pochettes de disques ou qui va faire du dessin animé voilà, dans le jeu vidéo, c'est quoi la spécificité, si toutefois il y en a une? Il faut répondre à des contraintes techniques forcément dans le jeu vidéo, puisque c'est un travail collaboratif entre un développeur et un graphiste. C'est le minimum. Donc il y a beaucoup plus de contraintes et il faut arriver à se plier à ces règles
pour faire quelque chose d'intéressant. On peut pas, comme vous disiez, quelqu'un qui fait une pochette de disque, si on lui laisse carte blanche et qu'il fait ce qu'il veut, il peut mettre 10 ans pour faire sa pochette ou 2 semaines, et puis le résultat, ce sera son travail à lui. Dans le jeu vidéo, il faut travailler en collaboration avec des équipes, et donc on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas faire une animation avec 50 000 images ou un décor trop riche s'il y a des contraintes techniques. Voilà. En ça, c'est assez proche du métier de graphiste dans le multimédia, ou dans le web. C'est-à-dire que le graphiste, il doit dans le web, c'est pareil. Il y a beaucoup de contraintes techniques. On peut pas faire n'importe quel type d'image, n'importe quel poids d'image, etc. Il y a je pense que les deux là sont assez proches. Et d'ailleurs, des fois, on voit les gens assez permutés de l'un à l'autre. Et par rapport à après moi, voilà. Bon, après pour moi, il y a des graphistes. Ça dépend de quelle plateforme. Si c'est téléphone, si c'est jeux vidéo. Quand j'entends jeux vidéo, c'est genre console. Je pense qu'il y a vraiment, ça demande des notions qui sont différentes simplement parce que le graphiste jeux vidéo console, on va aller plus loin. Doit avoir des notions techniques, notamment le nombre de polygones, le nombre de faces, le poids des textures, les shaders. Donc tout ça, c'est des contraintes techniques qui sont fortes. Qui après ça dépend si c'est un graphiste ou si c'est un lead graphiste, parce que ça aussi ça change beaucoup les choses. Et puisque un lead graphiste senior. Voilà, parce que oui, mais voilà, entre un graphiste classique et un graphiste senior, lui il va acquérir par son expérience toutes ces compétences là que n'a pas forcément un graphiste classique. Et le lead graphiste, lui, il est là pour poser toutes ces bases, et c'est lui qui va donner un peu toutes les règles. Faut utiliser ceci, il faut utiliser cela, donc un cahier des charges, on en revient à ça. Voilà, maintenant un bon graphiste, il va prendre ce cahier des charges et il va pousser au maximum l'aspect artistique ou l'aspect visuel, grosso modo, en rentrant dans les contraintes. Et c'est ça qui fait la différence entre deux graphistes, pour moi. Avec même contraintes techniques, on peut avoir deux résultats qui sont complètement différents. Tout dépend de la personne, de ce qu'elle a su injecter là-dedans. Voilà. Par rapport à l'audiovisuel et au film d'animation, justement, est-ce que c'est comparable ou est-ce qu'il y a encore plus de contraintes dans le jeu vidéo ? Il y a plus de contraintes, donc les contraintes techniques sont pas placées au même endroit. Les contraintes techniques du jeu vidéo sont passées en amont. On doit optimiser les éléments pour que l'ordinateur calcule en temps réel. Donc il faut que tout soit préparé pour que les programmeurs derrière ils connaissent ils aient les outils pour afficher et calculer en temps réel, tandis que le cinéma d'animation c'est calculé après. On peut mettre des couches et des couches de calcul dessus, peu importe. Donc c'est presque moins contraignant qu'en jeu vidéo. J'entends souvent dire le cinéma d'animation c'est plus technique. Je suis pas d'accord. C'est même l'inverse. Tout à fait vrai, ouais, complètement d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, un infographiste jeu vidéo... Alors, jeu vidéo, on va rester sur du classique, console, PC. On pourra parler si les gens souhaitent des jeux vidéo sur web et mobile, mais sur la partie graphique, je trouve que c'est plus intéressant de se concentrer un peu, entre guillemets, sur les grosses productions. Est-ce que... Aujourd'hui, un graphiste va tout faire, va faire la modélisation, va faire l'animation. J'ai vu qu'il y avait lead graphiste, animateur, 2D, etc., etc. Donc c'est que vous avez chacun des spécialités. Et est-ce que c'est pas justement trop spécialisé ? Est-ce que le fait que l'animateur fasse l'anime et qu'un autre fasse la modélisation, c'est pas justement enlever un peu de la création à chacun ? Ou au contraire, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je pense que les artistes, ils doivent être capables d'appréhender l'ensemble des problématiques. Après, forcément, on a plus d'affinité avec tel ou tel secteur. Il y a des gens qui vont être très efficaces sur le setup, le skinning, d'autres plus sur le modeling. Chacun, naturellement, va être attiré par ça. Maintenant, je pense qu'un bon graphiste, c'est quelqu'un qui peut répondre à n'importe quel besoin. Surtout sur les petites structures qu'il y a en France, on est amené à vraiment être un peu multicasquette et à faire le travail un peu tous les métiers. Dans les grosses structures, effectivement, c'est très hiérarchisé. Moi, je travaille chez Ubisoft, par exemple, et chacun a sa tâche. Voilà, chez Disney, c'est pareil. Vraiment, chacun a sa tâche. On est le maillon d'une chaîne. Dans les petites sociétés, il y a 2-3 graphistes qui font un peu tout. Et donc, c'est vrai que globalement, c'est mieux d'être pluridisciplinaire. Je suis d'accord, pareil. Après, je dirais, comment dire,
comment expliquer ça Après, c'est du travail d'équipe, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est vrai que je suis plutôt tendance à toucher à tout parce que je veux matérialiser une idée. Donc, je vais faire l'anime, la modélisation, le personnage, le design. En fait, je vais faire la totalité, mais le but, c'est de proposer une idée. Après, c'est pas moi le spécialiste en animation, c'est pas moi le spécialiste en rigging ou en squelette. Donc, moi, je vais juste poser une base et après elle va être retravaillée et réétudiée par ceux qui sont spécialisés là-dessus. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même important de maîtriser plusieurs domaines, tout simplement pour donner une intention. Je pense que vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc, surtout en art, quand on veut exprimer le côté soit des sentiments ou quelque chose de l'animation faciale. Il y a un moment donné, on va se retrouver contraint, donc on va être à vouloir étudier ce qui nous manque. Voilà, donc la musique peut faire partie de ces trucs-là d'ailleurs. D'autant plus qu'effectivement, c'est aussi appréhender les contraintes de chaque métier. C'est-à-dire que la personne qui va être derrière vous, elle a ses propres contraintes, donc il faut les anticiper dans la création. Par exemple, au Cara Design, il faut réfléchir à tiens, ça doit être animé. Si je lève le bras, que je fais un grand col comme ça, ça va lui rentrer dans la tronche. Donc il faut que je prévoie un truc. Voilà, enfin rien n'est gratuit dans le travail. Depuis le Cara Design. Depuis le Cara Design, même depuis même le concept, ouais, le concept. Tout doit être réfléchi. Un Cara Design, c'est pas juste un joli dessin. Ça, je le répète toute la journée à mes étudiants. Un Cara Design, ça raconte une histoire. Ça remplit des contraintes techniques et c'est l'aboutissement d'une grosse réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire rentrer. Quand on commence en tant que graphiste, on veut tout de suite faire du beau et en fait non, il faut d'abord appréhender les contraintes et les problématiques générales de la prod et puis après y apporter le beau, quoi. Tout à fait. Donc, même quand c'est très segmenté, si le modeleur fait mal son boulot, l'animateur peut pas bosser. Ah bah oui. Hein. Ça c'est sûr. Ah ouais. Ah oui, à ce point-là. D'ailleurs, nous, on a beaucoup de passes de validation. Donc, même si on a la plus belle modélisation du monde, elle est toujours validée par l'animateur. L'animateur a le droit de changer la modélisation si ça pose des problèmes. Après, c'est beaucoup de discussions pour arriver à un commun accord et surtout pour arriver à une réflexion commune qui soit la meilleure. Donc voilà. Oui, d'autant que l'animation, forcément, ça déforme ce qu'on appelle le mesh, donc la géométrie, et donc il faut anticiper ces déformations-là. C'est comment ça se déforme quand on lève le bras. Un graphiste, s'il n'a pas l'appui d'un animateur derrière qui va dire non, mais en fait il faut que ça gonfle le deltoïde là, que ça tire sur le trapèze, et que du coup derrière ça rende l'animation crédible. Ce travail-là, il doit être fait en amont. Et en conjointe collaboration avec tous les corps de métier qui vont intervenir. Ouais. D'accord, donc même sur les textures, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est juste que donc comme vous l'avez tous dit, la communication entre différents métiers, enfin entre différents corps de métier est vachement importante. Et c'est aussi important que chaque corps de métier connaisse les problématiques et les besoins de tous les autres corps de métier pour pouvoir anticiper là-dessus justement. Donc si un modeleur connaît pas les problèmes de déformation du maillage de son personnage, il va faire des trucs qui fonctionnera pas. L'animateur va lui demander de changer plein de trucs. Alors que s'il les connaît, il pourra anticiper tout ça et ça sera beaucoup plus fluide pour tout le monde. Et on gagne du temps et on gagne en temps, qualité, le projet. Voilà. Et puis on a vu ce matin et ça laisse le temps à tout le monde de bosser bien sur sa partie et de faire des trucs de qualité et pas de récupérer les merdes des autres en boucle. Ouais, c'est vraiment exponentiel, ça. C'est-à-dire que s'il y a un problème à la base, ça ne fait qu'empirer et donc on perd un temps infini. Pour des fois rien du tout, hein. Mais ça peut être vraiment catastrophique. Globalement, on a vu qu'on allait plutôt vers une hyper spécialisation de chaque corps de métier. Enfin, donc là, on parle d'infographie, mais à l'intérieur même de l'infographie, on a tendance sur les grosses structures. Je parle pas des petites structures ou moyennes structures qui ont besoin de personnes touche à tout, mais globalement, c'est vrai qu'on a tendance à constater qu'il y a une hyper spécialisation des métiers et voire une hyper fragmentation des métiers. Mais ce que vous dites, c'est que quel que soit mon niveau de spécialisation, si je connais pas tous les mecs qui bossent avec moi, notamment dans l'infographie, voire même un peu dans la programmation, mais au moins dans l'infographie, ça marchera pas. Donc sur le fond, certes on est hyper spécialisé, mais on est obligé de connaître l'environnement global. Je rajouterais même que c'est un des métiers qui est le plus exigeant parce que ça demande aussi des notions en physique, en dynamique de fluide, en ethnologie. Voilà. Quand on fait un Cara Design sur les Égyptiens, par exemple, voilà, il faut aller se renseigner sur la culture égyptienne, quels étaient les codes, quelles étaient les couleurs. Voilà. Donc ça demande une somme de connaissances qui est assez impressionnante, quoi.
Oui, et là, pour l'instant, on parle que de Cara Design. Depuis tout à l'heure, on parle que de personnages et d'animation de Enfin, il y a personnages. les décors, Mais c'est la même valable aussi problématique. pour les animaux, c'est valable pour des véhicules, c'est valable pour des exactement la même décors, pour de la problématique pour végétation, tout, quoi. etc., etc. Oui, c'est-à-dire que si on fait par exemple, je reprends mon exemple de l'Égypte, les décors vont être appropriés avec l'environnement, la végétation va être appropriée avec l'environnement. On va pas faire des sapins en Égypte. Donc il va falloir aller chercher cette documentation-là. Effectivement, plus on en sait, moins on perd de temps à aller chercher de la documentation parce que c'est acquis, donc on peut tout de suite être plus efficace. Et puis surtout, c'est cette foule de connaissances qui fait qu'on est créatif et qu'on peut aller prendre des petits trucs à droite à gauche pour créer quelque chose d'original. Ok. Tu voulais rajouter un truc? Parce Ouais, qu'après, juste, j'aimerais bien savoir d'où est-ce que vous venez et comment est-ce que D'accord. vous êtes arrivé là en termes de C'est juste un truc où je formation. pensais, justement, je rebondis sur ce qu'on disait avant, c'est que tout staff de référence, le dialogue entre les gens de l'équipe est vachement important parce que si on parle d'un personnage ou d'un décor ou d'une anime avec d'autres qui sont pas forcément concernés par ce truc-là, peut-être que eux, ça va leur faire penser à quelque chose, une référence ou un truc qu'ils ont vu, un film ou un truc à la télé, n'importe quoi, un bouquin. Ils vont faire, mais attends, ça pourrait marcher, le truc, ils t'en parlent et parfois ça donne des bonnes idées comme ça auxquelles on n'aurait jamais pensé nous-mêmes et on passe, si on communique pas, justement, on passe à côté de plein de bons trucs qui font que le jeu peut être vachement mieux juste parce qu'on n'a pas parlé, quoi. D'accord, donc en plus l'image entre guillemets qu'on peut avoir du graphiste qui bosse la nuit tout seul avec son casque, ça marche pas vraiment. C'est un vrai travail d'équipe même sur l'aspect créatif. Voilà, on a besoin des phases tout seul pour pouvoir avancer et être concentré sur ce qu'on fait, mais par contre il y a quand même une phase de communication pour avant, pendant et à la fin pour être sûr que ce qu'on fait va dans la bonne direction, que c'est une bonne idée et même qu'à la fin on l'a bien réalisé, que les gens comprennent bien ce qu'on a voulu faire tout de suite et qu'il n'y a pas besoin de leur expliquer pendant 20 minutes que si le personnage est bleu c'est parce que tananana, quoi. C'est l'homme qui parle le plus vite au monde. Désolé. C'est incroyable. Ça c'est un aspect qui est important. La communication, c'est que c'est un point sur lequel j'insiste souvent, c'est qu'il faut savoir aussi en tant que graphiste expliquer aux autres ses intentions et ses objectifs pour que derrière ça soit fluide et que toutes les informations qu'on essaie de faire passer ne soient pas perdues dans la prod. Alors avant de passer aux histoires de formation et d'où vous venez, est-ce qu'il y a une hiérarchie, un directeur créatif, un directeur artistique, un lead artiste, un artiste senior, etc. etc. Là, alors ça c'est pareil. pareil. Il y a toute une nomenclature. Ça dépend des studios. Enfin, plus le studio est important et plus il y aura des étapes effectivement. Je vais prendre l'exemple ultime, du gros studio. Voilà, il va y avoir un lead artiste qui est vraiment ce qu'on appelle le directeur créatif, qui est un petit peu la tête de toute la création. Par projet, il va y avoir un directeur artistique qui va être garant de la ligne et de l'esthétique du jeu. En dessous, il va y avoir un lead graphiste qui va être sur les décors, sur les personnages, et qui va être garant de toute l'équipe de graphistes qui est en dessous. Après, il y a les graphistes, il y a des graphistes seniors, des graphistes juniors, donc des stagiaires. Il y a vraiment, voilà. Mais effectivement, plus on grossit dans la structure et plus il y a des barrières comme ça qui permettent d'avoir une homogénéité sur l'ensemble du projet. Mais dans les petites structures, c'est vrai que il y a rarement Amplitude par exemple, il y a parce que plus petite structure. Moi dans mon cas, j'ai un directeur créatif. On est plusieurs graphistes. Suivant les projets, on peut devenir lead graphiste et donc s'assurer de la bonne tenue du graphisme d'un jeu. Mais voilà, il n'y a pas toutes ces étapes-là dans des petites structures. Évidemment qu'on ne peut pas avoir toutes ces étapes-là, ne serait-ce parce qu'il n'y a pas assez de gens, et puis parce que ça ferait perdre beaucoup trop de temps. Dans les petites structures, il faut de toute manière être plus polyvalent et savoir faire plus de choses différentes. Enfin, je pense. Oui. Si on veut s'en sortir dans les petites structures, c'est toujours mieux d'avoir plus de compétences, quoi. Chez Cyanide, bon, nous on a une hiérarchie sur qui est... Arclash Legacy par exemple, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps récemment. Nous on a plutôt une hiérarchie qui est assez plate en fait. Donc c'est-à-dire qu'on a très peu pyramidal. Donc il y a le game. Il y a Patrick. Voilà. Et après il y a les autres. En fait, on a un petit peu tous. c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'on est assez responsable de ce qu'on fait. On peut pas tellement trop se cacher derrière un supérieur en disant c'est lui qui m'a demandé ça. Donc c'est vrai qu'on a tendance pas mal à responsabiliser les gens. C'est une façon de faire typique de Cyanide pour le coup. Mais donc voilà, donc il y a très peu vraiment. Moi en lead graph, je gère vraiment tous les graphistes, mais je gère aussi les animateurs et un petit peu toutes les personnes à droite à gauche. Mais maintenant c'est vrai que par exemple
sur les archivages, comme on appelle ceux qui committent leur version, etc. Ils sont responsables aussi de leur travail et d'avoir vérifié au préalable tout ce qui se passe. Même si moi je repasse quand même derrière et que je vérifie quand même derrière. Mais voilà, on essaye de donner plus de crédibilité et aussi de donner à ceux qui sont présents plus de possibilités de pouvoir agir. Donc voilà, que si eux à un moment donné ils ont envie de proposer quelque chose, qu'ils puissent le faire et qu'il n'y ait pas forcément un supérieur hiérarchique qui va faire le filtre. Donc voilà, c'est une façon de faire. Les petites structures permettent aussi plus facilement ça, par définition, que les gens touchent à tout et puissent s'intéresser à d'autres domaines que leur domaine de compétences et pouvoir y toucher, quoi. Moi je fais du game design maintenant alors qu'avant je suis rentré en tant qu'animateur. Je suis graphiste, je peux faire du décor, je peux faire de l'interface, je peux faire du personnage. D'où l'intérêt des petites structures, effectivement, avec une possibilité à la fois d'évolution, voire transverse, puisque ce que tu dis, c'est que tu es rentré comme, en gros, en infographie, et qu'aujourd'hui tu fais du game design. Oui, parce que... Ce qui n'aurait pas été possible, encore Ubisoft, mais chez un Ubisoft, clairement. Une grosse structure va moins prendre ce risque-là. De toute façon, puisque il y aura une personne sur chaque poste, on va dire. Donc c'est logique. Il y a moins de liberté dans une plus grosse structure que dans une petite boîte où on est une dizaine et on essaye que tout se passe bien, quoi. Enfin... Ok. D'autant plus qu'on risque dans les grosses boîtes, on met surtout des seniors au poste important, je dirais, enfin les à la tête parce qu'ils ont l'expérience, ils ont tout. Et dans les petites structures, il y a moins de seniors, donc forcément, on se retrouve confronté à des problématiques d'un graphiste senior, même si on est junior. Donc, on a beaucoup plus d'opportunités d'évolution dans les petites structures que dans les grosses. Oui, après ça a ses avantages et ses inconvénients. Dans les grosses structures, on peut apprendre des seniors justement qui sont là et évoluer pour le coup moins vite, mais apprendre entre guillemets plus vite. Alors que dans une petite structure, on va se voir confier des responsabilités. Oui. Peut-être au-delà de nos moyens, on va être obligé d'apprendre et on va apprendre autrement parce que on va apprendre justement un peu entre guillemets sous la contrainte parce qu'on nous a confié des responsabilités. Je voudrais juste qu'on parle de d'où vous venez, quelle formation vous avez suivie. Est-ce que vous êtes autodidacte? Est-ce que vous avez fait les Beaux-Arts? Est-ce que vous avez fait autographe, ISART digital? D'où vous venez? Moi j'ai fait plein d'écoles. J'ai fait une école à Lyon qui s'appelle Émile Cole. Après, je me suis spécialisé en dessin animé. J'ai fait les Gobelins. Avant d'intégrer le Disney, donc, et puis les grosses structures. Émile Cole, les Gobelins. Ouais, mais moi j'ai surtout fait. Au départ, je voulais faire du dessin animé. Donc, comme quoi, en fait, il y a pas de recette miracle. Enfin, c'est forcément une base de dessin, comme on le disait tout à l'heure. Et après, tous les chemins y mènent parce jusqu'à quelques années, il n'y avait pas d'école de jeux vidéo à proprement parler. Maintenant, il commence à en avoir quelques-unes qui proposent des formations sérieuses. Enfin, même un double cursus Émile Cole plus Gobelin, ça plaira dans le jeu vidéo aujourd'hui. Hein. Oui, ça, il y a aucun souci. Mais forcément, parce que le tronc commun, il est évident. Qu'on fasse du chara design pour du jeu vidéo ou du dessin animé, ça amène aussi à l'illustration, à la BD, à tout ce qu'on veut. C'est le métier de graphiste, il est justement suffisamment ouvert pour ouvrir plein de métiers. Donc il y a même quelqu'un qui va dire je vais faire une école de jeux vidéo, ça veut pas dire que dans 10 ans il fera pas du dessin animé, de la BD, de l'illustration pour le jeu de plateau, voilà. Ouais, moi j'ai une formation à la base de BT dessinateur maquettiste, donc plutôt orienté vers de la mise en page ou de l'interface, etc. J'ai toujours été passionné par l'animation, donc je faisais des cours du soir à côté, de la morphologie aussi, et puis le jeu vidéo c'est un truc depuis tout petit qui me touche, donc moi j'ai plus un profil autodidacte. J'ai fait une année de formation multimédia, mais on va dire que je suis rentré dans le jeu vidéo par l'animation. En apprenant surtout... autodidacte, mais avec des cours du soir et un diplôme de maquettiste. Ouais, mais un diplôme de maquettiste, on fait du dessin, on fait de la nature morte, etc. Donc on apprend quand même des bases, de la communication visuelle, etc. Mais ça se destine plus à faire ensuite de la PAO, quoi. Oui, certes. Mais ce que je me méfie de autodidacte... Il y a une formation de dessin quand même. Surtout quand vous dites autodidacte, par rapport à un public d'étudiants, autodidacte, ça veut dire j'ai foiré mes études, j'ai rien fait... et j'ai trouvé du boulot. Ah non, pour moi c'est pas ça, non. Ouais, mais c'est ce que beaucoup d'étudiants, alors surtout les jeunes, moins vous, mais on a eu des collégiens. Pour eux, autodidacte, ça veut dire j'ai arrêté mes études et j'ai trouvé du boulot. Donc voilà, je me méfie juste du terme. Non, c'est plus avoir l'envie de faire des choses en dehors de l'école.
Pour moi, c'est plus ça. Enfin, il y a l'école et il y a aussi ce qu'on peut faire à côté. Et donc, voilà. Tu avais quand même suivi une formation. J'avais quand même une Qui formation. n'était pas une formation de jeux vidéo, certes. Non, voilà. Voilà. Mais comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment d'école de jeux vidéo, moi, à l'époque. Et j'avais pas les moyens de. Avec mon dossier, je pouvais pas rentrer au Gobelin, parce qu'il fallait un bac et pas un BT. Donc il aurait fallu que je fasse des années de mise à niveau, etc. C'était un peu compliqué. Donc il y a un moment donné, oui, où j'ai fait le choix de bosser chez moi, de faire des trucs, d'aller voir des boîtes et au bout d'un moment de trouver du boulot, quoi. Et donc j'ai commencé en faisant de l'animation pour le dessin animé. Et après, voilà, par extension, le jeu vidéo. Ok. Bon, moi, je un peu comme lui en fait. Moi, du coup, moi j'ai un en fait, moi j'ai un CAP à l'origine. J'ai un CAP de dessinateur d'exécution publicitaire, donc que j'ai fait à Corvisart. Donc à l'origine, je suis plutôt quelqu'un qui est très traditionnel. Je fais du logo à l'encre. J'ai des petits compas. Je fais des choses super propres. Je saurais plus le faire maintenant. Je tiens à le signaler. Maintenant, je suis plutôt l'inverse. Je suis très scratchy, des choses très très crobard. Mais bon, voilà, je suis passé par quelque chose qui est très 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 contraignant, de très technique, qui demande d'être super propre. Donc ça m'a servi pour après d'ailleurs. Mais en même temps, au fur et à mesure, à force de dessiner et tout, j'ai appris pas mal à me lâcher. Donc j'ai fait pas mal de nus, je fais pas mal de nature morte, j'ai fait beaucoup de mise en page, beaucoup de lettrines aussi, tout ce qui est lié à la typographie. J'ai fait des stages en imprimerie, j'ai fait des stages en architecture. J'ai fait beaucoup de stages par-ci par-là. Mais moi, de toute façon, mon leitmotiv à l'origine, c'était le dessin et je faisais beaucoup de jeux de rôle. Voilà, j'adorais raconter des histoires. Donc moi, j'adorais peindre des figurines. Donc j'ai un profil un peu geekos pour le coup. Mais donc voilà. Et après, j'ai été à Maximilien Vox et j'ai fait un dessinateur, un maquettiste. Donc moi, je l'ai fait en 2 ans. Toi, tu fait en 3 ans, toi, je sais pas. Oui, Donc moi, voilà. Donc moi je l'ai fait en 2 ans parce que je suis arrivé comme le CAP il était en 3 ans et comme moi j'avais pas besoin de remise à niveau, je suis arrivé directement avec 1 an d'avance. Donc je l'ai fait en 2 ans après et juste après voilà. Après directement après j'ai bossé dans le jeu vidéo. Alors pourquoi parce qu'en fait dès que je suis arrivé tous mes stages de vacances en fait je les ai fait dans une boîte de jeux. Donc à l'époque la première c'était Silmarils, donc ça date depuis un petit moment. Donc voilà, donc moi j'ai toujours, et puis à l'époque j'avais déjà un ami qui était programmeur et qui son père travaillait dans le Minitel et donc dès le départ on voulait faire des jeux. Donc c'est une fois de plus c'était pour raconter des C'est histoires. si vieux que ça. Oui. Donc il faisait des jeux sur Minitel. Donc après nous, on a eu les premiers, on a réussi à faire notre premier jeu PC à l'époque sur Deluxe Paint Animator, mais on avait déjà la volonté de vouloir faire des jeux un peu comme à l'époque Garage, on va dire. Et mais moi j'avais toujours eu cette envie en fait. Donc c'est pour ça que je peux dire que je suis autodidacte, mais je suis autodidacte parce que à l'époque il n'y avait pas ces écoles là qui permettaient tout de suite de s'orienter sur quelque chose qui me plaisait. Donc je l'ai fait à défaut chez moi, entre potes. Voilà. Donc et au fur et à mesure, avec ces stages, dès que j'ai eu mes études qui étaient finies, Silmarils m'a dit on te prend tout de suite. Donc du coup c'est à Silmarils que je me suis fait les dents en fait sur l'aspect technique du jeu vidéo. Avec Louis-Marie Roch. Avec Louis-Marie Roch. Voilà. Exactement. Alors moi j'ai un cursus plus actuel, on va dire, beaucoup plus récent que vous tous. Donc moi ça fait à peu près 3-4 ans que je bosse, donc c'est franchement récent. Et j'ai fait un bac général parce qu'à ce moment-là je savais pas trop ce que je voulais faire. Et au cours de ma terminale j'ai cherché un peu tout ce qui existait comme école dans le domaine artistique de manière très générale parce que c'était ça qui m'intéressait, mais je savais pas ce qui existait, donc j'ai fouillé un peu partout. Et à force je suis tombé sur plusieurs écoles qui proposaient des cursus d'infographie spécialisés pour 3D, 2D et jeux vidéo, dont l'ISA, qui m'a plu pas mal, et j'ai passé un entretien, j'ai été pris, j'ai fait la prépa, j'ai fait les 2 années de cursus classique, il y avait une année en rab qui a été rajoutée au fur et à mesure, pendant que j'y étais, qu'on pouvait faire ou pas, je l'ai faite au passage, et après j'avais déjà fait des stages pendant mes étés à l'école, et j'ai enchaîné un autre stage qui a donné sur un contrat, puis etc. Voilà. Ok, et avant de passer au... Oui, je voulais juste rebondir un peu sur ce que vous avez dit, parce qu'en effet, Autographe, donc on est une école de graphisme à la base quand elle a été créée il y a 30 ans, puisque Autographe est une vieille école, et c'est vrai qu'on a en effet des profils d'anciens étudiants à nous qui ont fait un profil un peu comme vous, c'est-à-dire plutôt art appliqué dans le print et après dans le multimédia, et qui après ont travaillé dans le jeu vidéo, et notamment dans le print d'abord, et puis après même dans le après il y a eu par exemple des jeux sur Flash, etc. Donc les gens qui faisaient des formations Flash après allaient travailler dans le jeu vidéo.
Donc c'est vrai que, en tout cas, que cette base de formation, dessin, enfin art appliqué, communication graphique ou communication visuelle a souvent été une base solide et importante pour donner des gens comme vous après dans ce domaine. Absolument. Avant de passer aux questions du public, je voudrais revenir sur les deux formations, justement, enfin sur les deux écoles, et non pas les deux formations, parce que je suppose que vous avez plusieurs formations par école. Vous êtes deux écoles privées, avec pour Isart Digital, c'est principalement de l'alternance. Oui, c'est essentiellement de l'alternance pour justement permettre aux étudiants de mettre en pratique au sein de l'entreprise les acquis qu'ils ont à l'école. Et c'est des formations en combien de temps pour les formations sur le Gamart? Alors, on a mis la formation en 3 ans, sachant qu'il y a un concours d'entrée en première année. C'est post-bac? C'est post-bac. Si l'étudiant n'a pas le niveau en dessin prérequis pour rentrer en première année, je les envoie en atelier préparatoire pendant 2 ans, où ils reviennent sur les bases du dessin. On travaille la morpho, on travaille le chara-design, la couleur, le painting, enfin tout ce qui est essentiel pour que derrière ils puissent s'exprimer et puis surtout mettre en valeur son aspect créatif, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il faut que l'outil dessin soit acquis à partir du moment où on rentre en Game Art, parce que là après c'est beaucoup de travail technique, d'apprentissage de logiciels, de la 3D, et donc le dessin ça va être derrière. Donc on sort à Bac plus 3. Bac plus 3, oui. Ok. Autographe, c'est quel format? Nous, c'est 3 plus 2 en fait. Donc il y a un bac plus 3 avec un bachelor et ensuite. C'est de l'initial ou c'est de l'alternance? C'est les deux. Deux en général. Les deux, oui. En fait, on fait de l'alternance nous aussi depuis très longtemps, depuis pratiquement 30 ans, enfin depuis quasiment l'ouverture de l'école. Par contre, sur le format de 3 ans, dans un premier temps, la première année, elle se fait pas en alternance, elle se fait forcément en initiale. Donc la première année juste après le bac. Ensuite, les 2 années d'après peuvent se faire en alternance ou en initiale, et les 2 années de master, pareil, en alternance ou en initiale. D'accord. Donc c'est un bac plus 3 plus 2 en option. D'accord. Oui, tout à fait. Sur des formations infographistes destinées aux jeux vidéo. Voilà. Et il y a d'autres formations. Il y a d'autres formations, bien sûr, chez Autographe, dans d'autres domaines, l'architecture, le graphisme. Tous les deux, vous avez aussi votre stand là, sur lesquels on va pouvoir vous rejoindre juste après la conférence, parce qu'après il n'y a plus de conférence justement. Et donc les étudiants vont pouvoir vous rencontrer, vous poser toutes les questions qu'ils veulent. Tu voulais rajouter il y a même des étudiants. C'est-à-dire que il y a des étudiants aussi l'école, c'est vraiment une école du jeu vidéo dans le grand sens du terme. C'est-à-dire qu'on forme à tous les métiers du jeu vidéo, du game design, de la programmation, du son, de l'animation. On fait vraiment de tout. L'objectif, c'est de recréer l'ambiance d'un studio au sein de l'école pour que les étudiants soient le plus près possible au marché du travail. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Cara Design. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir si est-ce que vous utilisez encore les logiciels comme Blender, 3ds Max pour le jeu? C'est les logiciels qui sont utilisés tous les jours par les professionnels. Moi, Painter, c'est plus Photoshop le logiciel le plus démocratisé. Dans le jeu vidéo, effectivement, en France, c'est quasi exclusivement 3ds Max, à part chez Quantic Dream où ils utilisent Maya. Mais à l'étranger, par contre, Maya est beaucoup plus implanté. Je sais pas pourquoi il y a ce créneau de résistance en France sur 3ds Max. Voilà, il y a un outil qui rentre de plus en plus dans la prod, c'est ZBrush, Mudbox un petit peu, mais plus ZBrush, parce que c'est un outil qui permet maintenant de gagner un temps fou et puis surtout qui est tout de suite très gratifiant parce que c'est vraiment de la sculpture 3D et rapidement on a un résultat. C'est vrai que les étudiants, dès qu'on leur met ZBrush dans les pattes, c'est super. À partir du moment où ils ont, comme expliqué tout à l'heure mon collègue, c'est dès qu'ils ont un petit peu de base de dessin, c'est tout de suite super payant, quoi. Et donc c'est vrai que ZBrush c'est un outil qui va, à mon avis, se démocratiser comme substance, qui va certainement venir un petit peu supplanter Photoshop. Donc notre rôle aussi d'école, c'est d'être en amont de tout ça et de dire ok, il va y avoir ces besoins dans quelques années et on forme à ça. Nous, par exemple, à l'école, on a fait le choix de Maya plutôt que 3ds Max. Parce qu'on part du principe qu'il y a
globalement plus de travail sur l'ensemble du monde que sur le microcosme français. Donc, sachant qu'en plus les passerelles sont assez faciles normalement, nous on a fait ce choix-là. Maintenant, c'est personnel, quoi. J'ai une autre question. Est-ce que pour Car Design, on est obligé de travailler sur 3D ou... De toute façon, on est obligé de dessiner, ça c'est sûr. Mais pour Car Design, on peut faire 3D, 2D aussi, non? Car Design, ça reste exclusivement du dessin. La 3D, c'est la prod derrière, mais le Car Design, ça reste quand même du painting, du dessin. Alors, on doit réfléchir en volume parce qu'effectivement, souvent, maintenant, c'est modélisé, donc on doit anticiper toutes les problématiques de volume. Pour autant, ça reste quand même du dessin. Alors, moi, je mettrais, ouais. Je m'avance peut-être, hein. Mais alors, peut-être que dans l'avenir proche, il est possible que le design se fasse entièrement sous Z ou un logiciel. Ça, c'est fort possible. Voilà. C'est-à-dire qu'on va demander aux designers de simplement sculpter tout de suite ce qu'ils ont en tête et de pouvoir itérer dessus directement sur le volume, à moins de faire vraiment du design 2D, vraiment lié pour vraiment lié à un jeu type cartoon ou vraiment plan 2D type dessin animé. Là, ça reste valide. Maintenant, je pense que ZBrush pourrait être bientôt peut-être un logiciel de conception. Voilà. Oui, d'autant qu'il est à la différence, moi, je trouve de logiciels comme Maya ou 3ds Max, il est très artist friendly, quoi. Il a une prise en main très rapide et du coup on s'amuse très rapidement. Maya, avant de faire quelque chose de probant, il faut suer. Il faut comprendre que quand tu as décoché ce truc-là, ça fait pas le même truc que si tu coches ce truc-là et ce truc-là en même temps. Donc c'est vrai que c'est un peu... ouais. Mais ZBrush, ils ont épuré. Et puis plus ça avance dans le logiciel et plus ils épurent leur interface pour arriver à quelque chose de vraiment très ludique. Et effectivement, moi je rejoins mon camarade là qui... je pense que d'ici moins de 10 ans, tout le monde travaillera sur ZBrush ou un logiciel autre, mais voilà, de travailler directement en volume. Maintenant, on peut même peindre directement dessus. On fait, c'est quasiment un outil de création, effectivement. Ouais, Sculptrice, ouais, c'est un plus vieux logiciel, mais enfin c'est le même principe. C'est le même principe. L'avantage c'est que celui-là, il est gratuit. Donc on peut se permettre de se faire la main un peu dessus. Pour autant, il n'est pas suffisamment poussé pour être incorporé dans un pipeline professionnel. Eh bien, merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Et merci. Merci de rien. 3D Studio, c'est parce que chez Crayon